Jusqu'ici, tu ne t'es peut-être jamais intéressé à la chose la plus importante au monde, mais ça va peut-être changer grâce à cette vidéo. Tu veux savoir quelle est la chose la plus importante au monde? Je vais te faire une petite devinette. Alors, c'est la première chose qu'on fait quand on vient au monde, et c'est aussi la dernière chose qu'on fait quand on en part. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. T'as trouvé? C'est respirer. En effet, on peut assez facilement passer une semaine sans manger, le corps survit. On peut passer 3-4 jours sans boire, la plupart du temps, le corps survit. On peut passer des mois, des années sans être aimé, on va s'y faire, le corps survit. On peut vivre à plus 40 degrés, moins 40 degrés, dans des conditions extrêmes, le corps survit. Mais combien de temps on peut vivre sans respirer? Pour la plupart, pas plus de quelques minutes. Si on n'a pas d'apport d'oxygène frais, le corps ne survit pas. C'est l'un des besoins extérieurs fondamentaux, principaux, sans lequel on ne peut pas survivre. Et pourtant, on le délègue complètement au subconscient. On s'y intéresse, pour ainsi dire, pas. Pendant toute notre vie, c'est quelque chose personne nous en parle vraiment. Voilà. C'est le subconscient qui fait ça et on le laisse faire sans se poser de questions. Est-ce qu'on a raison? Salut, moi c'est Eric et j'aide les gens à développer leur intelligence émotionnelle et à étendre leur conscience. J'ai longtemps été fasciné par ces maîtres en sagesse qui arrivent à être heureux, quelles que soient les conditions extérieures. J'ai toujours questionné comment ils font, comment c'est possible. On appelle ça l'illumination. Mais comment on fait pour atteindre ça? Qu'est-ce que c'est? Petit à petit, j'ai compris que c'est savoir réguler son état émotionnel, son bien-être intérieur, son niveau de bien-être, sa vibration intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Sur l'échelle de la vibration émotionnelle, sur l'échelle de l'énergie, de la vibration émotionnelle, comment j'arrive à rester haut placé dans cette échelle, quelles que soient les conditions extérieures, même quand ça me challenge, même quand c'est pas ce que j'aimerais vivre, et même quand parfois c'est vraiment difficile. De toutes les choses prioritaires et essentielles à notre corps, la respiration est sans doute la principale, si bien que notre système est programmé pour la rendre indispensable, prioritaire. Si tu veux t'en convaincre, je t'invite à essayer d'arrêter de respirer pendant 10 minutes. Tu peux commencer maintenant. Tu vas voir qu'assez rapidement, c'est difficile de penser à autre chose qu'à l'envie de respirer. Normalement, au bout d'1 à 2 minutes, 3 tout au plus, ça va être très difficile de laisser le mental partir dans tous les sens. Tu vas commencer à focaliser toute ton attention sur ta volonté de respirer et ce besoin vital. Et si tu attends encore un petit peu, avec toute ta volonté, tu résistes à l'envie de respirer, à cet élan naturel du corps de respirer. Tu résistes. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, ton corps est plus fort que ta volonté. Et de lui-même, il va respirer sans que tu puisses rien y faire. C'est très difficile d'essayer de mourir, par exemple, en arrêtant de respirer, juste avec sa volonté. Quelque chose qui est programmé dans notre cerveau reptilien, qui est principal, qui est prioritaire sur les autres fonctions, qui est prioritaire sur notre conscience et sur notre volonté, si tant est que notre volonté soit de ne pas respirer, quelque chose à l'intérieur de notre cerveau et de notre système est programmé pour être plus fort. C'est donc la fonction vitale, le besoin extérieur principal, fondamental, et pourtant on va déléguer ça quasiment toute notre vie entièrement à notre subconscient. Jamais on s'intéresse à est-ce qu'il le fait bien, mal. Toutes les autres fonctions, on a tendance à s'y intéresser. Par exemple, manger, dormir,
Si on mange mal, on dort mal, on sent les effets. On va avoir tendance à s'y intéresser. Mais respirer, c'est très rare qu'on s'y intéresse. Très rare qu'on se pose la question, est-ce que je respire bien, est-ce que je respire mal, est-ce que ma respiration elle est assez ample, est-ce qu'elle est ventrale, abdominale, est-ce que finalement tout ça contribue à oxygéner suffisamment mon corps, détendre mon nerf vague. Toutes ces questions-là, pour ainsi dire, on les a jamais entendues, on se les pose jamais tout au long de notre vie, on délègue ça au subconscient. L'avantage, c'est qu'on ne risque pas d'oublier de respirer. Subconscient, on fait ça très très bien. L'inconvénient, c'est que parfois, il le fait mal. Et généralement, comme on n'a pas mis notre conscience dessus, on ne va pas le détecter, on ne va pas s'en rendre compte, on va laisser notre subconscient mal respirer, avec toutes les conséquences que ça a. Le subconscient gère tout ça via le système nerveux autonome, qui est composé de 2 branches principales, le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Quand le système nerveux sympathique se met en fonction, la respiration généralement se raccourcit. Et si on ne vient pas mettre notre conscience dessus, ça peut avoir beaucoup de conséquences sur la santé, notamment parce que la fonction de détoxification du corps et des cellules qui est faite via la respiration est moins bien assurée. Plein de fonctions comme ça indispensables à une bonne santé qui vont être moins bien assurées par le subconscient. Et comme on n'a pas appris à mettre notre conscience dessus, on ne va pas le réguler. On va laisser faire le stress, on va laisser faire l'anxiété, on va laisser faire l'environnement extérieur qui agit sur nous sans être en mesure de réguler ça avec notre volonté, reprendre la main sur notre niveau de bien-être, sur notre niveau de paix intérieure et finalement sur notre bonheur. Alors si tu veux un exemple de comment la respiration est régulée par le système émotionnel, je t'invite à observer en toi un jour où quelque chose te fait vraiment peur, quelque chose qui arrive à te surprendre énormément et qui te fait énormément peur. Ça arrive plus ou moins selon les gens et mode de vie. Mais voilà, peut-être ça va t'arriver ou ça t'est déjà arrivé. Observe ta réaction en général, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction automatique du corps? C'est celle-là. Donc on va prendre une grande inspiration et on va commencer à figer. C'est la réaction programmée dans notre cerveau reptilien qui a une fonction. Quand on est comme ça à l'état sauvage dans la nature, initialement, il y a longtemps, c'était nécessaire à la survie. Quand il y a un prédateur, on va comme ça figer et faire plus aucun bruit. On n'a pas besoin d'y réfléchir, est-ce que c'est la meilleure solution ou pas, est-ce que je ferais mieux de courir, non, hop, le système nerveux le décide par lui-même. Il fige de manière à ce qu'on ne fasse plus aucun bruit et que le prédateur ne va plus nous entendre, il va pouvoir partir et peut-être on va pouvoir survivre. Donc à la base, c'est une fonction utile et nécessaire à la vie. Et un deuxième exemple de comment le système émotionnel régule de lui-même la respiration. Je t'invite à observer si un jour tu es pris d'une vraiment grosse colère, un risque extérieur, une grosse injustice qui te met vraiment en colère. Généralement, la réaction, laquelle c'est celle-là. Le système de lui-même a tendance à surventiler pour ramener plus d'oxygène dans le corps. On va en avoir besoin pour se défendre, pour éventuellement contre-attaquer, peut-être fuir, se défendre. Une réaction normale du corps, automatique du système émotionnel. Le problème, c'est dans nos sociétés modernes actuelles, le stress, l'anxiété sont devenus quasiment une norme quotidienne. La plupart des gens connaissent ça assez fréquemment et certains connaissent ça quotidiennement. C'est devenu une habitude de vivre sous un état de stress quotidien, sur le travail, des fois en rentrant à la maison. Peut-être ça te parle ce que je suis en train de dire.
également toute cette peur qui est véhiculée via les médias quasiment en permanence avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, encore en plus. On est quasiment en permanence en état de sidération. On ne s'en rend pas vraiment compte, parce que c'est une habitude, c'est une accoutumance. Mais voilà, entre le stress, l'anxiété, le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain, sur quel pied danser, on est quasiment en permanence comme ça, dans un état comme un peu de sidération, de manière subtile. Et si on y prête bien attention, généralement, on n'a pas une respiration optimum qui est suffisamment ample et détendue, avec toutes les conséquences que ça a sur notre santé, sur notre vie quotidienne, sur nos relations, évidemment, avec les autres. C'est juste énorme. Cet état de stress qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne, à une petite dose, il peut être utile. Il va permettre de focaliser notre attention sur la source du stress pour essayer d'y trouver une résolution, essayer de changer la situation. Ça peut être ce qu'on appelle un stress moteur. À petite dose et sur un temps court, ça peut être quelque chose d'utile et de bénéfique. Mais voilà, dans nos sociétés, le problème c'est que c'est devenu quasiment une accoutumance. On vit avec un état de stress, la plupart du temps, qui est chronique, qui est dans notre vie quotidienne tellement constant et presque normal qu'on ne se rend même plus compte qu'on est en état de stress. On s'en rend un peu compte quand le week-end va en soirée et qu'on boit des bières, on voit bien qu'on est détendu et finalement on finit par en avoir besoin presque. Ou quand on est en vacances, on a 2 semaines de vacances, alors ça y est, là on sent que on va pouvoir commencer à se détendre. Et on sent bien la différence quand même avec le reste du temps, sans vraiment réaliser que le reste du temps va à ce qui est considéré comme normal et pas complètement normal. On comprend bien que le corps n'est pas prévu pour fonctionner en permanence dans cet état de stress. Toutes ces hormones du stress, le cortisol et autres, sont complètement pas adaptés à un état de bonne santé, soit mental ou physique. Ce stress va agir sur le rythme cardiaque, sur évidemment la respiration, mais voilà, elle va contracter nos muscles, générer des douleurs chroniques, j'en passe, et ça peut avoir des effets sur l'obésité, parce qu'on a tendance à compenser via l'alimentation ou l'alcool. Ça va générer tout un tas de réactions, je dirais, qui sont parasites, pas du tout bonnes, que ce soit pour notre santé mentale, physique, mais aussi pour nos relations avec les autres et notre relation à nous-mêmes. Un exemple que j'aime bien, qui illustre aussi le rapport entre le stress et la respiration, c'est le soupir. Des fois on oublie un peu, on a perdu l'habitude du soupir, mais j'aime bien voir pourquoi il est là à la base. Essaye avec moi. Une fois. 2 fois. Est-ce que tu sens une différence ? Le soupir, je pense, a été introduit par le corps parce que souvent on a un problème, on est un peu contracté comme ça, on a la respiration courte. Et puis vient un moment où on lâche prise. Ok, c'est comme ça, mais on accepte. Et là on soupire. Et finalement intervient une détente dans le corps. C'est vraiment intéressant d'observer ça parce qu'on peut se servir de cette propriété dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre que ce soit le corps qui la génère. On peut, avec notre conscience et notre volonté, aller créer le lâcher-prise, aller contrôler le soupir
le provoquer de plus en plus fréquemment dès qu'on sent qu'on est en état de stress pour pouvoir revenir dans un état plus détendu, plus sain. Le corps croit ce que l'esprit perçoit. En d'autres termes, le corps et l'esprit sont interreliés. Si par exemple mon esprit perçoit quelque chose comme un danger, le corps va se contracter automatiquement, une réaction automatique du corps qu'on ne maîtrise pas avec notre volonté, notre conscience. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si on décide en conscience d'aller détendre le corps, il va pouvoir comme ça détendre l'esprit par la même occasion, qui à son tour va détendre le corps et entraîner tout ça dans une boucle vertueuse, qui est l'inverse de la boucle un peu infernale dans laquelle on est entraîné quand les choses tournent mal. Et qui va permettre de retrouver un fonctionnement propice à la santé mentale et physique du corps, à une paix intérieure durable et finalement un bonheur profond. La respiration consciente permet donc de reprendre la main sur la chose la plus essentielle au monde, qui est la respiration, qui est de inspirer de l'oxygène et expirer le dioxyde de carbone. Ça va permettre ainsi de reprendre la main sur ta santé mentale, physique, ton niveau de détente, ton niveau de bien-être, ton état émotionnel. Toutes les conséquences que tout ça a sur ta vie. Et tout ça gratuitement et sans effet secondaire. Ça me paraît complètement magique et désirable. Et je me demande ce qui fait qu'on ne nous en parle pas plus. Respirer consciemment, c'est rebooster son corps et son esprit avec un surapport d'oxygène. Et c'est aussi ne pas attendre que l'extérieur change pour commencer à aller mieux. On va comme ça reprendre la responsabilité de notre système émotionnel, de notre bien-être intérieur. On va volontairement améliorer notre état intérieur pour ensuite retourner vers l'extérieur avec une nouvelle énergie plus propice au changement. Et ça, c'est l'esprit Kuleana. Kuleana, je rappelle, qui signifie responsabilité en hawaïen. C'est une invitation à reprendre la responsabilité de ses émotions, de son subconscient. Parce que si tout le monde fait ça, on est tous gagnants. Si tout le monde attend que ce soit l'extérieur qui change, rien ne change et tout le monde perd. Tout le monde reprend la main et sa responsabilité sur son état intérieur et son subconscient. À ce moment-là, tout le monde change rapidement en même temps et tout le monde est gagnant. C'est en soi basique, mais pourtant pas un réflexe. Et c'est avant tout reprendre son pouvoir intérieur. Si j'attends que l'extérieur change pour aller mieux, finalement, je perds mon pouvoir intérieur. Alors que si je décide, non, l'extérieur est comme ça, je vais reprendre mon pouvoir, changer mon état intérieur et retourner avec cette nouvelle énergie vers l'extérieur. Là, j'ai plus de pouvoir finalement. Je reprends, en reprenant ma responsabilité, je reprends mon pouvoir intérieur. Si actuellement tu vis des états de stress, d'angoisse ou d'anxiété, est-ce que tu pourrais me les partager en commentaire, de manière à me permettre d'être plus au contact de ce que tu vis et de pouvoir comme ça affiner mes partages. Ça me semble important de préciser que reprendre soin de son état intérieur, c'est quelque chose qu'on va affiner avec le temps. Au début, on va attendre de vraiment aller mal pour commencer à mettre sa conscience sur ce qui se passe à l'intérieur. Et entre-temps, on va s'anesthésier avec tous les moyens modernes modernes ou pas d'ailleurs, avec l'alcool, avec le divertissement. On va aller anesthésier cet état pour ne plus être en contact avec. Et un jour, il va vraiment très mal et du coup, on commence à s'en occuper. Et donc petit à petit,
On va comme ça affiner le moment où on s'occupe de notre état intérieur. Petit à petit, les signaux symptomatiques que quelque chose va mal vont être de plus en plus fins. On va les prendre en considération de plus en plus tôt. Et comme ça, on va pouvoir réguler notre niveau de bien-être de plus en plus vite. Et finalement, lui permettre d'être de plus en plus haut, de plus en plus souvent. C'est aussi simple que ça. À présent, tu peux inspirer, expirer. En conscience. Je te dis à tout bientôt sur ma chaîne YouTube, dans un de mes ateliers ou quelque part ailleurs sur la planète. Dans tous les cas, on est interconnectés. Donc à tout bientôt. Namasté.